Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Ensemble, le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. J'adore cette chanson, je pense aussi pour vous, chers amis téléspectateurs. Eh bien, toute l'équipe de Bonjour d'Algérie vous passe le bonjour et va vous accompagner jusqu'à 10h en ce jeudi 11 mars. Eh bien, j'espère que le programme concocté pour vous répondra à vos attentes puisqu'on commence comme d'accoutumé. Eh bien, notre conseillère juridique, Maître Sabar Jamila, et il sera question de parler. Bonjour, ça va? Alhamdulillah. Alors, il sera question aujourd'hui de parler De la succession, ce qu'on appelle en arabe At-Tarika ou Al-Mawalid, c'est donc les droits successoraux et ce qui en suit. D'ailleurs, ça intéresse tous les téléspectateurs parce qu'on a reçu pas mal de questions qu'on vous posera en direct. Eh bien, on continue notre feuille de route en cette matinée puisqu'on ira faire hommage aux femmes. Eh bien, puisque le mois de mars, c'est le mois de la femme, eh bien, on rendra hommage aujourd'hui au personnel médical à travers un portrait d'un professeur chef de service justement et qui s'est occupé de l'unité de la Covid-19. Et bien sûr, on aura un plateau justement pour leur rendre hommage. On ira aussi, alors on saura un petit peu sur le programme du festival de Zine Bledi qui sera représenté par son organisatrice Nahid Ben Malah et d'autres justement invités et artistes qui partageront le plateau avec nous. Et bien sûr, on parlera agriculture et l'insémination artificielle bovine. Eh bien, c'est l'heure, on va dire, la question du jour. Et bien sûr, on ira voir et on rendra hommage aussi à un grand dramaturge, Abdelkader Alloula, à travers des jeunes comédiens qui ont rendu hommage, eux, hier soir, au théâtre qui porte son nom. Et sans plus tarder, comme d'accoutumé, une très belle chanson interprétée par Smaïl Nadroumi. Et on se retrouve juste après. صلوا على النبي الهادي وسيدنا محمد يا كل من حضر. صلوا على النبي الهادي وسيدنا محمد يا ابو فاطمه. صلوا على النبي الهادي وسيدنا محمد يا ابو فاطمه. صلي على النبي يا القاعد غير تشوف بركك ما تشوف صلي على النبي. الناس تمشي له بالمال وانا على رجلي نمشي للنبي. الناس تمشي له بالمال وانا على رجلي نمشي للنبي. النبي محمد صلوا عليه عشاقه وسيدنا يا محمد. النبي محمد عليها عشاقه وسيدنا يا محمد عليها عشاقه. وهولوني يا بابا وهولوني يا سيدي
interprété par Smaïl Nadromi, Haoulouni ya Baba, Haoulouni Sidi. Eh bien, on rappelle aussi à nos chers amis téléspectateurs que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures chorales. Eh bien, il sera question aujourd'hui de parler de la succession et l'héritage aujourd'hui. Eh bien, avec notre conseillère juridique, comme je l'avais annoncé tout au début et comme vous l'avez découverte avec moi tout à l'heure, eh bien, Maître Saber Djamila, rebonjour. Eh bien, qu'est-ce que la succession déjà? Alors, donc, tout d'abord, parlons d'abord du code de l'ordonnance 0502 de 2005 portant code de la famille. Donc, quand on parle de succession, automatiquement, on parle du code de la famille. Donc, le code de la famille n'a pas bien défini ce que c'est la succession, mais on va essayer de donner une définition simple afin que les téléspectateurs puissent comprendre. Donc, la succession, ce qu'on appelle El Mawalit ou Telika, donc tout ce qui est patrimoine personnel d'une personne, d'un parent décédé qui est transféré à ses héritiers. Très bien. Voilà. Donc, le transfert du patrimoine. Donc, le patrimoine peut être mobile et immobile. Hein. Voilà. D'accord. Alors, et qui peut justement bénéficier de cet héritage? Donc, c'est les héritiers donc, de filiation, de sang. Et un étranger en aucun cas ne peut bénéficier d'un héritage. Même s'il y a un testament? Non, le testament, c'est autre chose. C'est autre chose. Ah, c'est autre chose, c'est complètement. C'est comme la donation et tout, hein, et les legs. Hein. Ça, on les verra après. Donc, par exemple, le kafil, ce qu'on avait vu la dernière fois, ne peut pas bénéficier d'un héritage. Il n'aura aucun droit sur l'héritage du défunt. Même s'il a été pris avec un acte, c'est-à-dire le décès et tout ça, c'est impossible parce qu'il n'est pas un héritier de sang, ni il n'a aucune filiation avec eux. Donc, les héritiers, sauf, bien sûr, exception, sauf s'il y a un testament qui là, le testament, lègue. Oui, voilà. Tout à fait. Des fois, il y a certaines personnes qui font ça. Donc, qui ont droit à l'héritage. Donc, il y a plusieurs catégories. Généralement, elle est scindée en 3 catégories. Donc, il y a les ascendants. Donc, les ascendants, c'est les pères, mères, grands-pères, paternels et maternels. Donc, les descendants, c'est les enfants, petits-enfants. Donc, filles, garçons et petits-enfants. Donc, les collatéraux, ce qu'on appelle les collatéraux, donc c'est les cousins germains. Donc, il y a les... voilà. Et pour les ascendants, il y a les frères consanguins. Il y a les frères germains d'abord, c'est-à-dire de père et de mère. De père et de mère. Voilà, il y a les frères consanguins de père. Comme on appelle les demi-frères, les demi-sœurs. Voilà. De donc, père et de mère. De père. Et les utérins, c'est les demi-frères de mère. C'est-à-dire c'est des frères. Voilà. Donc il y a 3 catégories dans les descendants. Ensuite, il y a les collatéraux, c'est les cousins, germains. Et... Ça, c'est dans le cas où, on va dire, on se réfère toujours à la charia. Voilà. Quand il n'y a pas de garçon dans la famille, voilà. Donc systématiquement, il y a les cousins, les oncles, les tantes qui héritent avec les personnes et les enfants du décédé. Alors, mais... déjà, on parle toujours, quand on parle d'héritage, quand on parle de succession, il y a toujours un mot qui revient à chaque fois et dont les personnes, il y a des personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. Alors, il y a le mot freda. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que la freda? Donc, d'abord, sachant que l'héritage chez les musulmans, donc, il est pris automatiquement de la charia. Du droit musulman. C'est un ordre, c'est impératif. On n'a pas le droit de déroger. Donc, il y a toutes les probabilités. D'ailleurs, il y a le verset coranique An-Nisa, où il y a toutes c'est-à-dire les portions, les quotas, les trucs. Tout est là-bas. Donc, on n'a pas le droit de déroger à aucun cas de la charia. Donc, la farida, c'est ce qu'on appelle en français un acte de succession. Donc, c'est quoi une farida? Une farida, après le décès de l'un des parents, donc, tous les héritiers vont voir un notaire. Donc, ces héritiers sont portés sur cet acte avec, bien sûr, des documents prouvant et attestant que c'est des vrais héritiers, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Ce sont des descendants. Voilà. Ah oui, il y en a énormément d'arnaques. On a des affaires en cours, hein, des personnes qui n'ont rien à voir, des femmes divorcées qui se sont fait passer pour des femmes légitimes, toujours mariées, et elles se sont portées sur le faleda. Hein. Il y en a même des femmes
qui, on va dire, qui se sont mariés par la fetha, comme on dit, mais il n'y a pas d'acte. Voilà, urfi, il n'y a pas d'acte. Et qui ne peuvent pas aussi bénéficier de la farida. Non, il y a, Alors, là c'est autre chose. Là, elle peut, c'est-à-dire s'il y a des témoins, et c'est-à-dire le mariage s'est fait, c'est-à-dire dans un cadre où le défunt n'était pas dans un lit de mort, et tout ça. Donc, s'il y a des témoins, elle peut, après, post-mortem, valider ce mariage. D'accord. Voilà, et c'est-à-dire avoir droit à une part de l'héritage. Très bien. Voilà, en quelque sorte. Donc, revenons à la falida. Oui. La falida, donc c'est parlant des héritiers, et chacun a sa quote-part. Très bien. Voilà, de l'héritage. Donc, est signé, légalisé par le notaire, attestant, mais après enquête, hein, parce qu'il y a énormément d'arnaques. Énormément, avec de fausses déclarations, du faux usage de faux. Moi, je suis sur une affaire qui dure depuis 3 ans. Hein. Donc, on est en pénal, mais c'est incroyable ce qui se passe, avec de faux témoins et des témoins cadres hein, de l'État hein, encore. Donc, alors, il faut faire très attention. Il y a des notaires qui sont incarcérés pour ça, certains notaires. Oui, oui. Voilà, donc il y a l'acte de falida, et juste après de la falida... Donc, on l'a fait chez le notaire. Notaire, très bien, avec tout un dossier. Tout à fait, oui. Très bien. Avec les actes de naissance, les photocopies des cartes nationales, des héritiers. Il y a une enquête qui se fait. Hein. Donc, la femme, si elle est toujours, il a une famille conjointe, donc l'acte de mariage, il est toujours valable. Parce qu'il y a certaines femmes qui ont divorcé, elles n'ont pas porté la mention de divorcer sur sur leurs actes de naissance. Voilà. Exactement. Donc, et comme avant, c'était pas automatique que ce soit porté, c'était pas informatisé. Donc, elle continue d'arnaquer. Moi, l'affaire sur laquelle je suis, c'est une femme qui était divorcée depuis 92. Elle s'est portée sur le falida. Elle a eu des actions sur les actes de la société, de différentes sociétés. Et elle est même, l'audace, hein, elle est même partie au niveau de la Casenos. Elle s'est déclarée comme femme mariée. Elle a encaissé le capital d'essai. Pour avoir, oui, elle a encaissé le capital d'essai. Et elle a encaissé aussi une pension. Et tout. Quand même, regarde, une partie de la pension voilà. peut-être. Donc, elle s'est dit qu'on ne saura jamais retrouver le jugement de divorce. Moi, je l'ai retrouvé. Je l'ai signalé à la Casenos et voilà. Eh bien, oui. Alors, voilà. On a reçu justement... Pardon, excusez-moi. Oui. Juste après le falida, il y a un autre acte. Hein, un acte c'est-à-dire qui concerne le transfert de la propriété du défunt aux héritiers. D'accord. Et ces propriétés, donc tout ce qui appartenait au défunt, devient, c'est-à-dire un bien commun aux héritiers, et ce qu'on appelle les biens dans l'indivision. Ah, d'accord. Ce qu'on appelle en arabe el-shoyoua. El-amlek fi shoyoua. Ce n'est qu'après que chaque héritier peut sortir de cette indivision, donc ou à l'amiable, ou par un jugement de tribunal. Il vaut mieux à l'amiable, hein. Pour garder au moins la famille unie, justement. Alors, on a reçu justement pas mal de questions. Il y a une certaine... Bon, je ne peux pas donner les noms, bien sûr, donc ça reste à l'anonymat, mais vous vous reconnaissez. Donc, comment peut-on récupérer un bien dont les papiers relèvent des domaines légués par un père à ses héritiers, 6 garçons, 6 filles, et que l'un des frères s'est débrouillé pour changer le nom au niveau de l'OPGI et l'a mis à son nom? Alors, cher Iman, quand j'entends, c'est-à-dire dès que j'entends la question, automatiquement, il y a 2 termes qui me viennent. Voilà. Donc, il y a les domaines, il y a l'OPGI. Donc, quand on parle de domaine et on parle d'OPGI, ça veut dire que ce n'est pas un acte de propriété, que cet appartement ou ce bien ou cette villa n'appartenait pas au défunt, c'est-à-dire légalement. C'est-à-dire c'est des biens de l'État qui l'occupaient. Donc, on peut pas, les héritiers ne peuvent pas prétendre à ce bien, c'est-à-dire parce qu'il n'appartenait pas au défunt, c'est-à-dire qu'il soit père ou mère. Donc, il appartient toujours à l'État. Par contre, c'est-à-dire dans le cas là où quelqu'un occupe un magasin, plutôt un logement qui appartient à l'État, et cette personne, l'une des héritiers, a séjourné. Ce qu'on appelle les biens de l'État. Tout à fait. A séjourné avec lui, avec la personne défunte, plus de 6 mois. Donc, automatiquement, l'arrêté revient au nom de cette personne qui a séjourné avec lui plus de 6 mois. Ah. Voilà.
Donc, on n'a pas le droit de revendiquer un héritage quelconque concernant les biens de l'État. Très bien. Alors aussi, quelle est la valeur du testament en droit musulman, notamment en faveur des descendantes filles et lorsqu'il n'y a pas de garçons? Alors, peut-on faire des donations du vivant, c'est-à-dire la personne de son vivant? Est-ce qu'elle peut faire des donations du patrimoine immobilier à ses enfants tout en conservant la jouissance? Ils auront dans un premier temps la nue propriété. Commençons par le testament. Alors, le testament pour les héritiers, c'est interdit, c'est illégal, haram. Donc, on dit la wasiya li warit. Le testament, il est fait pour des personnes qu'on prend en charge, par exemple le kafil, ou c'est-à-dire dans un cadre de bienfaisance, ou pour aider d'autres, ou c'est comme un legs, un truc. Donc, la wasiya. Alors, ils disent que dans le cas où le défunt dont on hérite a fait un testament, et a fait une donation plus tôt, après sa mort, si elle est revendiquée, donc sa révocation devient un testament. Moi, je ne suis pas d'accord. Là, donc, parce qu'on dit la wasiya li warit. Le testament pour les héritiers, selon la charia, c'est haram, c'est interdit. Donc, la deuxième question, l'autre question plutôt, c'est peut-on faire des donations de son vivant du patrimoine immobilier à ses enfants tout en conservant la jouissance? Est-ce qu'ils auront aussi, dans un premier temps, la nue propriété? Alors, dans le cadre de la donation, donc la donation, c'est-à-dire on peut faire une donation à l'un de ses héritiers, à l'un des héritiers, qui ne doit pas dépasser le 1/3. Mais il y a des conditions, c'est-à-dire 1/3 du montant global de l'héritage. S'il dépasse 1/3, c'est-à-dire si après sa mort, on s'en aperçoit que cette donation, parce qu'actuellement, il y a ce qu'on appelle, il y a des gens, c'est-à-dire qui essayent de déshériter leurs frères ou leurs sœurs. C'est ce qu'on appelle al-wasiya, en arabe, al-wasiya al-mustatira. C'est-à-dire ce genre d'arnaque tacite. Voilà, carrément des arnaques tacites, avec la complicité du défunt, de son vivant. Voilà, ce qui est malheureux. C'est-à-dire, il faut être, le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il faut être juste avec ses enfants. Normalement, il n'y a pas de donation. Il y a un héritage, tout le monde se le partage. Pourquoi? C'est le droit de tous les enfants. Tout à fait. Pourquoi favoriser un enfant sur un autre? Normalement, il ne faut pas qu'il y ait de donation. Donc, concernant la donation, si elle est faite dans un lit de mort, c'est-à-dire pendant une maladie, suite à laquelle l'héritier est mort, donc elle est annulée. Et non avouée. Elle est annulée. Et ce qu'ils disent qu'elle peut devenir wasiya, c'est-à-dire testament. Alors que non, la wasiya li warit. Donc, concernant les héritiers, mais pour les autres, les non-héritiers, elle peut devenir wasiya, testament. Voilà. Donc, pour la nue propriété. Oui, pour les donations de son vivant du patrimoine immobilier. Oui. Donc, tout en gardant la jouissance pendant son vivant, et ils auront aussi, dans un premier temps, la nue propriété. Alors, pour déjà la nue propriété, ce qu'on appelle al-amlak al-aliya en arabe. Donc, pour la donation, normalement, elle doit être sans condition, parce que c'est illégal. Wala hiba biqayd aw shart, hiya batila. Donc la donation doit être sans condition. Parce que quand on donne à une personne, moi je vois mal, et c'est illogique de lui imposer des conditions. Donc on donne, donc il y a un transfert de propriété gratuitement à l'autre personne. Parce que la donation, c'est gratuit. Voilà, on donne quelque chose de ses biens. Pour la nue propriété, dans ce qu'on appelle Amlak al-Aliya, ça, c'est un autre domaine, on n'aura pas le temps de s'étaler. Elle rentre dans ce qu'on appelle Amlak al-Waqfiya, les biens de même morte. L'awqaf, ce qu'on appelle c'est au Moyen-Orient, ou sinon al-Habous, c'est au Maghreb. Al-Habous, oui, ici. Al-Habous, c'est le Maghreb qui utilise ce terme. Justement. Et le Waqf, c'est le Moyen-Orient qui l'utilise. Alors ce sujet, de toute façon, on l'abordera. Il rentre dans le Waqf, parce que le Waqf, il y a de l'awqaf al-Khayriya et le Waqf al-Ahli. Voilà, pour un de ses enfants, descendants et tout. Voilà. Très bien. C'est très
Et justement, de toute façon, on continuera ce sujet la semaine prochaine, le jeudi prochain. Oui, alors, comme on a fini, on va dire, on est arrivé à la fin de notre rubrique. Hélas. Hélas, bah oui, parce que c'était vraiment très intéressant. D'ailleurs, on continuera ce sujet la semaine prochaine, Inch'Allah, avec d'autres questions de nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent chaque jeudi et à qui on dit bonjour et marhaba bikom, et on est avec vous jusqu'à 10h. Eh bien, sans plus tarder, on vous propose un portrait d'un professeur en médecine. Eh bien, elle est pneumologue. C'est professeur Sabrina Beni Saad et sujet signé Salim Skandar. Jovial à travers son visage angélique, Dr Beni Saad, en pleine forme, se prépare comme chaque jour à commencer son travail rude de plusieurs heures. Vous savez, ce virus, il est sournois. Parfois, on est dans des endroits où on est sûr de l'avoir, on ne l'a pas. Et parfois, on est dans des endroits où on est sûr de ne pas l'avoir et on l'a. C'est difficile, c'est vraiment difficile à contrôler. Je suis docteur Beni Saad, Sabrina, pneumologue, médecin spécialiste en pneumologie, exerçant à l'EHU d'Oran. J'ai été comme énormément de médecins embarqués dans la lutte contre le Covid depuis maintenant 1 an. Et me voilà aujourd'hui ici travaillant à l'hôpital Haï Nejma, l'hôpital spécialement dédié à la prise en charge des malades atteints par la Covid-19. Et voilà. Cette jeune femme est un vrai leader. Une meneuse qui semble conjuguer parfaitement ténacité et courage pour s'imposer comme l'un des remarquables médecins de l'hôpital. On vous a sollicité pour prendre cette fonction. À quoi vous avez pensé à ce moment-là? Beaucoup d'incertitudes. Une maladie? Vous savez, quand on est appelé à travailler pour une maladie pratiquement inconnue, surtout en tant que spécialiste d'organes, on est un petit peu, on a des incertitudes. Attend assez d'informations? Qu'est-ce qu'on risque nous-mêmes? Qu'est-ce que notre famille risque? Parce que forcément, y travailler, c'est d'être exposé d'une façon importante. Et donc, c'était plus des questionnements, mais moi et mes collègues, nous étions parfaitement volontaires à donner le maximum. La parité dans le domaine médical est totalement respectée, on n'a vraiment aucun problème de ce côté-là. Il y a certaines tâches parfois qu'on rattache parfois à la jante masculine pour des raisons anatomiques, si vous voulez, mais c'est tout. C'est-à-dire par rapport à la prise en charge du patient. Par exemple, quand c'est un homme, par exemple le toilettage, lorsque c'est un patient homme, on demande à l'infirmier homme, juste pour mettre à l'aise le patient de s'en occuper, et vice-versa pour les femmes, mais c'est tout. Sinon, j'ai jamais ressenti de différence entre la jante masculine et féminine, en tout cas dans la pratique médicale. Et maintenant, avec le recul, comment vous voyez cette expérience? Enrichissante. Sur quel plan? Sur tous les plans. Sur le plan, moi personnellement, ça a été enrichissant sur le plan scientifique, sur le plan personnel. J'ai appris à repousser, qu'on pouvait vraiment beaucoup repousser les limites, ses propres limites. C'est les limites physiques, c'est les limites mentales. J'ai assisté à des crises de larmes de personnel qui n'en pouvaient plus. J'ai assisté à des burn-out, j'ai assisté à des gens qui étaient très très fatigués. Est-ce que je peux ramener le virus à la maison? Ayant des enfants en bas âge et même donc la distanciation était impossible parce qu'ils sont vraiment petits. Et tout simplement la distanciation n'était pas possible. Donc c'était même pas une question. Donc il fallait faire attention à la maison. Forcément au début ça peut créer quelques tensions parce que par rapport au reste de la famille, est-ce qu'on peut les approcher? Non, oui. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Vraiment c'est grâce à Dieu parce que finalement on ressent de l'aide. L'aide vient de partout. On n'a pas eu finalement les personnes les plus engagées ont eu le moins de problèmes finalement, je pense. Hein. D'accord. Le traitement est approprié.
C'est bon, madame. Bientôt la libération. Bientôt la libération. Inch'Allah. Voilà. Alhamdulillah. Sujet signé Salim Skandar et sans plus tarder justement. Alors Coral Peinture est notre sponsor officiel de Bonjour d'Algérie et bien sûr galanterie oblige puisque on rend hommage ce mois-ci aux femmes qui sont là, aux femmes algériennes qui chacune émerge dans son domaine. Et bien sans plus tarder, c'est professeur Menouni Chafira qui vient nous honorer, on va dire, pour ce plateau. Bonjour. Bonjour Imen, merci pour votre invitation. Merci à vous de répondre présente à chaque fois et vous n'êtes pas seul puisque vous êtes venu avec Monsieur Mohamed Mansouri, directeur général de l'EHU d'Oran, 1er novembre. Bonjour. Bonjour Imen, merci encore une fois pour Merci encore une fois à vous d'avoir accepté notre invitation. Et bien sans plus tarder, quels sont les nouveaux dispositifs des soins à l'EHU d'Oran? Bon, les nouveaux dispositifs, vous savez pertinemment que pendant toute cette année où on a dû affronter le Covid, heureusement d'ailleurs que nous avons bénéficié d'une structure qui a permis de dégager un petit peu la prise en charge du Covid au niveau de l'hôpital Nejma. Aujourd'hui, l'établissement fonctionne pratiquement à un rythme de croisière avec un développement de l'ensemble des activités au niveau de l'établissement. Ces derniers temps, donc, on a tenu un conseil scientifique qui a permis de projeter de nouvelles perspectives donc, pour l'année 2021, tout en améliorant ce qui se fait déjà en matière de prestations de soins, qui sont des prestations de haut niveau, donc de niveau 4. Et nous sommes en train de développer d'autres approches pour une meilleure prise en charge dans le cadre toujours de la qualité et de la sécurité des soins. Justement, alors votre établissement, il a lancé justement la campagne de vaccination contre la Covid-19. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? En matière de vaccination, vous savez que les établissements hospitaliers sont destinés à la vaccination de leur propre personnel. C'est ce qu'on a fait. Donc, il y a eu une première campagne qui s'est faite avec le vaccin Sputnik V, donc, qui s'est faite dans une première phase. Il y a eu des rappels qui se sont faits pour le personnel. Nous sommes en train d'entamer une seconde phase avec le vaccin chinois, donc, que nous sommes en train d'utiliser aussi chez le personnel, tout en sensibilisant ce personnel pour qu'il puisse réellement se faire vacciner en vue de le protéger, bien sûr, et de protéger les malades qui devaient être soignés par ce personnel. Voilà. Très bien. Alors, comme on rend hommage aux femmes, on va dire, à la gente féminine qui ont justement qui font partie du médical, justement. Alors, vous les représentez à travers vous. Elles sont là présentes avec nous en cette matinée. Alors, parlez-nous un petit peu du personnel médical pendant la Covid-19. Eh ben, écoutez, nous, à l'EHU d'Oran et avec le docteur Mansouri, effectivement, il a un personnel médical qui est assez présent, mais médical féminin assez présent, mais sans vous dire que à l'EHU, on est tellement en symbiose entre nous, entre les deux. On avait remarqué ça d'ailleurs. Oui, on a une symbiose terrible. On est ensemble depuis la jeunesse. On a commencé nos études ensemble. On a œuvré au CHU anciennement, maintenant à l'EHU depuis plus d'une décennie. Donc maintenant, parlant des femmes, les femmes n'ont jamais hésité et n'ont pas hésité une minute lorsque le docteur Mansouri nous a fait une feuille de route et tracé une feuille de route de la prise en charge du Covid, où il a réquisitionné tous les services au même niveau, que ce soit des services gérés par des femmes ou par des hommes, mais sans vous dire que pour scinder les deux hommes ou femmes chez nous à l'EHU, que ce soit à l'EHU ou ailleurs, hein, ça a toujours été la main dans la main avec toute la communauté médicale féminine, masculine, parce que cette blouse blanche n'a pas le droit
à la distinction homme-femme. Hein. On est toujours présente, on est toujours, j'allais dire, battante, et peut-être on donne plus la force à l'homme de ne pas faire demi-tour, parce qu'il nous regarde en disant, regardez, elles n'ont jamais hésité à dire oui, eh ben, on ne leur donne pas l'occasion de réfléchir. Donc c'est ça ce qui fait que le challenge qu'on fait à l'EHU d'Oran, c'est que, et depuis l'arrivée, depuis 10 ans, on ne veut pas le laisser partir, M. Mansouri, parce que c'est vraiment une des... Oui, on l'a vu d'ailleurs, il chapeaute un petit peu tous les services. C'est le grand frère, justement, le frère, vraiment, ça on le dit tout le temps. Et donc, grâce à son... C'est un climat familial qu'on voit à l'HU, très solidaire. Oui. Et de ce fait, d'ailleurs, on s'est œuvré dans la Covid-19 sans hésitation. Les services ont été réquisitionnés, on a fait de notre mieux, on faisait des gardes H24 sans voir le grade, ni mais sur le plan, pour revenir à votre question, les femmes ont toujours été présentes, mais sincèrement, et je reviens sur le fait que la blouse blanche ne fait pas de distinction. Et on a un métier qui est assez prenant, et ça demande beaucoup de sacrifices. Alors, ce sont des femmes qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont la prise en charge de, on va dire, une grande responsabilité. Alors, comment vous faisiez pour concilier justement votre vie personnelle avec votre vie professionnelle, qui, quand même, la prise en charge de cette pandémie a été très lourde? Vous savez, nous, personnellement, on a connu un peu toutes les étapes d'évolution de notre pays. Il est passé par certaines turbulences où nous, on a été présentes, mais la pandémie de la Covid a fait consolider les liens et a fait réfléchir sur le fait de ne plus regarder derrière et vraiment on avançait en famille. Il y avait des fois où quand on rentrait à minuit et on parlait beaucoup d'une certaine patiente ou d'un certain patient qui désaturait le soir, eh bien, toute la famille disait la saturation, elle était à combien de... Donc c'est toute une famille qui venait. Et pour dire comment on gère, nous, personnellement, il y a aussi les jeunes médecins qui sont avec nous, qui ont des petits bébés, des petits-enfants, qui les ont laissés aux grands-parents pour aller à l'hôtel. Et c'était des mois d'hôtellerie au début qui ont fait vraiment, c'est-à-dire oublier pratiquement les familles pour pouvoir arriver et vraiment prendre le flambeau de cette pandémie pour pouvoir s'en sortir. Et croyez-moi que ça a été très dur, mais le retour a été tellement positif qu'on ne regrette rien. Très bien. Et beaucoup de médecins disent que heureusement qu'on était là et qu'on n'a pas fait demi-tour parce qu'il n'y avait personne pour le faire. Effectivement, parce que c'était quand même une période par laquelle passait le monde entier, justement, ils avaient cette pandémie qui, on va dire, qui prenait du terrain d'ailleurs. Donc, juste une toute dernière question à vous, Monsieur Mansouri. Bien sûr, concernant toujours la vaccination. Alors, comment et à qui s'adresser afin de faire le vaccin, justement? Avant de vous répondre à cette question, je tiens d'abord à rendre hommage à toutes ces femmes-là qui ont contribué à cette lutte contre la Covid-19 et qui contribuent aussi à la prise en charge des citoyens chaque jour dans toutes les pathologies qu'ils présentent. À titre indicatif, je vais vous dire que 2/3 du personnel de l'EHU d'Oran sont des femmes. Il y a presque 3000 femmes à l'EHU d'Oran. Et sur les 1000 médecins, 1100 médecins, nous avons à peu près 680 femmes. Ah, quand même! Mon staff administratif est constitué de femmes. La secrétaire générale, c'est une femme. La DRH est une femme. La DLMG est une femme. Ainsi de suite. La que vivent les femmes algériennes. Donc, 90% de mon staff administratif sont des femmes. Elles sont partout. Hein? Elles sont efficaces, elles travaillent et elles ont beaucoup de missions, d'autres missions. Elles sont consciencieuses, non? Très consciencieuses. Et puis, elles ont l'art aussi de faire leur travail d'une manière la plus parfaite possible. Je tiens à rendre hommage aussi, comme l'a dit le professeur Manouni, à tous ces chefs de service femmes qui ont habilité dans des services qui n'étaient pas destinés. Services de dermato, services de gastro, services de médecine interne. C'est des femmes qui sont à la tête, qui ont œuvré jusqu'à la dernière minute
sans aucune restriction. Ils ont œuvré pour qu'il y ait une prise en charge. À titre indicatif aussi, je vous informe que nous avons pris plus de 7000 Covid. Oui. Et dans beaucoup en réanimation. D'ailleurs, la télévision algérienne vous a accompagné pendant toute cette pandémie. Donc, tout ça. Maintenant, pour la vaccination, on revient à la vaccination. Bon, vous savez que pour les citoyens, il y a des polycliniques qui ont été prédestinées pour la vaccination. Donc, c'est la DSP qui organise ça, qui s'en charge, et donc elles sont situées au niveau d'Oran. Les citoyens peuvent s'inscrire. Maintenant, il y a une plateforme informatique, ils peuvent s'inscrire directement sur la plateforme pour être vaccinés. Je pense qu'il faut le faire, notamment pour ceux qui présentent des comorbidités telles que le diabète, l'hypertension, les pathologies cardiovasculaires, les sujets âgés qui dépassent les 65 ans. Ça permet un petit peu, heureusement, alhamdoulilah, aujourd'hui, nous avons des taux qui ont baissé, donc c'est tant mieux. Mais il ne faut pas baisser la garde, il faut toujours se préserver, garder les distances, porter la bavette. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras parce qu'il ne faut pas se dire que la pathologie a disparu. Elle peut ressurgir d'un moment à l'autre. Une troisième vague serait extrêmement difficile à prendre en charge. Donc, encore une fois, donc je rends hommage à toutes ces femmes qui ont contribué dans ce combat. Merci beaucoup, Dr Mansouri. Ce fut un plaisir de partager avec vous ce plateau, et bonne fête à vous, cher professeur Menouni, qui êtes là et qui êtes aussi, on va dire, toujours là en train de combattre beaucoup de maladies dans votre unité qui... On rappelle aussi à nos chers amis téléspectateurs que professeur Menouni est chef de service de gastro à l'EHU d'Oran. Et maintenant, on va changer carrément de sujet puisqu'on va y aller vers une ferme. Et oui, on va voir un sujet sur l'élevage bovin et on se retrouve juste après. Située à Ben Freihah, Sienne-Toile est spécialisée dans la production laitière bovine et du maïs fourragé. La ferme compte plus d'une soixantaine de vaches laitières. Elle a évolué parce que certains jeunes qui ont fait des formations au niveau des instituts ou bien... Qui se sont intéressés à ce domaine qui désintéressait la jeunesse. Voilà, qui était livré à lui-même. Les jeunes ne travaillaient pas à l'agriculture. Mais maintenant, tabarakallah, on a des jeunes qui ont pris en charge les domaines, plutôt les exploitations agricoles. Ils ont même acheté des terres. On utilisait au niveau de cette ferme l'insémination artificielle. Il y a quelques années, en 2013, 2014, on utilisait l'insémination artificielle, puisqu'on a un centre national d'insémination artificielle juste à côté, là, à Hassi Amr, et qui nous fournissait en paillettes et en semences pour l'insémination artificielle. La ferme s'est mise à l'ère du temps de l'insémination bovine, a mis en place les conditions essentielles pour la réussite d'un élevage bovin et les erreurs à éviter. La ferme a toujours fait de l'insémination artificielle et l'objectif dans cela était de réintégrer les génisses, les velles issues d'insémination artificielle dans l'exploitation, d'en faire de futures vaches laitières. Et étant donné que la semence est sélectionnée et donc avec un potentiel laitier plus élevé. Alors, concrètement, comment ça se passe au niveau de la ferme? Il faut d'abord l'observation, la détection des chaleurs. Et là, bon, oui, là je m'en occupe. Et il faut surveiller les vaches à différents moments de la journée pour pouvoir savoir laquelle est en chaleur et avertir l'inséminateur. La ferme poursuit la pratique de l'insémination artificielle et procède à la création d'une pépinière de génisses, et ce, en relation avec le Centre national de l'insémination artificielle et de l'amélioration génétique, ce qui permettra de produire une cinquantaine de génisses pleines par an.
Et voilà, bien sûr, l'élevage bovin. Eh bien, on va recevoir, je partage le plateau avec un agriculteur et bien sûr avec une dame, justement, c'est Madame Sabrina Messaili. Alors vous êtes ingénieur principal à la direction de service agricole. Voilà, du service agricole de la wilaya d'Oran. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour m'avoir invité. Merci également. Très bien, merci. Alors vous êtes accompagné justement de Monsieur Benchkour Yassine. Alors vous êtes agriculteur. Exactement, je suis producteur laitier, éleveur producteur laitier. Très bien. Voilà, merci pour l'invitation et bonne fête à toutes les femmes. Merci d'être là avec nous et de partager avec nous justement. Pour moi. Très bien. Alors quelles sont les races que vous avez dans votre exploitation? Alors on a principalement la race Holstein, comme pratiquement 80% des élevages au monde. La race Holstein est majoritaire. On a aussi quelques Montbéliardes et des brunes des Alpes. Ah, très bien. Vous avez combien de vaches dans votre exploitation? En ce moment, nous avons une soixantaine de vaches en lactation et l'ensemble du cheptel tourne autour de 120 têtes. Très bien. Alors aujourd'hui, le vif de notre sujet, c'est l'insémination artificielle bovine. Alors depuis quand justement votre exploitation, vous vous intéressez à ce domaine? Voilà, il faut savoir que moi j'ai repris l'exploitation familiale suite au décès de mon père, Allah yarhamou, en 2005. Et donc quand je suis arrivé, déjà mon père l'avait déjà essayé avant. Au départ, les résultats n'étaient pas très bons, mais je me suis dit qu'il fallait vraiment réessayer. C'est ce que j'ai fait par la suite. Donc, j'ai pris contact avec le centre d'insémination artificielle, le CNIAG, qui est juste à côté, donc à Hassi Hammer. Nous sommes à Hassi Antoile. Donc, effectivement, nous avons repris déjà, donc c'était en 2007, nous avons repris l'insémination au niveau de notre exploitation. Ça a quand même donné de très bons résultats. Pendant plusieurs années, on était autosuffisant en matière de génisses pleines. On produisait nos propres génisses. Je n'ai pas fait d'importation pendant pratiquement 7 ou 8 ans. C'était simplement nos propres génisses, donc issus de nos vaches, d'insémination artificielle. Donc ça a été l'insémination qui a, on va dire, qui a réussi à 100%. On n'a jamais des résultats à 100%, mais on avait de très bons résultats. On avait en tout cas plus de 55% de taux de réussite, parce qu'il faut savoir que les taux de réussite généralement varient même dans les pays très développés. Est-ce que vous faites les transformations laitières? On l'a fait aussi, c'est pas moi qui m'en charge directement, c'est aussi une entreprise familiale qui est gérée par mon frère, Benchkour Abdallah, et mon cousin Benchkour Marwan. C'était aussi la première laiterie privée d'Algérie qui a été inaugurée en août 1999. Très bien. Et donc, on a cette chance de faire... de varier. Oui. De rester toujours dans l'agriculture, mais de varier un petit peu les domaines de l'agriculture. Non seulement vous êtes dans l'élevage, et on va dire vos frères et tout, donc ils se sont dirigés vers tout ce qui est produits laitiers et les dérivés du lait. C'était presque une obligation à un certain moment. On fait un petit peu toute la chaîne, donc on produit nos fourrages verts, on produit le lait, on produit nos génisses et on fait aussi la transformation. C'est ce qu'on appelle un circuit intégré. Donc on fait un petit peu... D'ailleurs, vous avez été justement élu meilleur producteur, c'est ça? Exactement, voilà, pendant 4 années de suite meilleur producteur de la wilaya d'Oran. Très bien. Alors, quel est l'état des lieux de l'insémination artificielle en Algérie? L'insémination artificielle en Algérie, elle a une place importante. Malgré ما نسمعوش بها malgré ما نسمعوش بها, mais la majorité, surtout les jeunes تاع دروك راهم يديروا l'insémination artificielle. Parce que l'État déjà a مدعمتهم, a دارت لهم un soutien. هذا soutien, c'est le monsieur le ministre, il a tracé une feuille de route لأننا متبعينها وراهي دعمت الفلاحين surtout هاد les jeunes donc عندهم l'esprit large. Surtout qu'actuellement, madame, je pense que vous allez partager mon avis, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'agriculture, à ce domaine, qui était pratiquement délaissé par les jeunes justement pendant quelques années. Parce que l'État راهي مدعمه les jeunes. كما قال لك l'avenir تاعنا راهي عند les jeunes.
Ils ont aussi des facilités. Facilités, des soutiens. Par exemple, qui même M. Benchakour, pour l'investissement de l'insémination artificielle dans les vaches génisses, c'est une pépinière. C'est une pépinière. C'est des primes qui disent le genre de l'insémination artificielle. Il dit des primes qui varient en 70 millions. 7 ملايين يديها en tranches par tranche par exemple la qui تولد à 3 mois à 6 mois à 12 mois et moins de 24 mois il y a à chaque fois un suivi l'État est suivi par un vétérinaire étatique plus un vétérinaire privé. Vétérinaire privé, c'est des vétérinaires qui ont des conventions. Parce qu'il faut un suivi très rigoureux, justement. Oui, c'est un suivi de l'État ou le vétérinaire privé. Suite à les suivis, la DSA, la DSA, elle établit une ASF. L'ASF, elle permet للفلاح باش يروح يخلص لي بريم تاعه اللي دارتهم له l'État. Même l'acte en lui-même يخلص عليه une prime. Ça veut dire سما راه ملي يبدا il est accompagné justement, l'État accompagne l'agriculteur. C'est une feuille de route اللي traçaها monsieur le ministre باش في هذا المجال باش يطلع. Justement, il y a eu la relance de ce domaine ces derniers temps. D'ailleurs, il y a une quinzaine de jours comme ça. Voilà, depuis le début de l'année. Parce que même ما تخفاش عليك l'insémination artificielle عندها بزاف منافع تاعها. C'est pour limiter les maladies, réduire la facture à l'importation de les vaches génisses. En plus de ça, c'est une économie à l'État. À l'État, oui. On importe pratiquement 40 000 génisses par an. Par an. Donc, imaginez... Et ça peut coûter jusqu'à... Alors, en dinars, une génisse coûte minimum en ce moment autour de 400 000 dinars. Donc, faites le calcul. Une génisse. Voilà. Ça ferait une très très grande économie si on produisait en Algérie nos propres génisses. Et c'est de là où vient donc cette feuille de route et vraiment ce programme de soutien au développement de la filière, donc surtout les pépinières de génisses, que nous avons tout de suite adhéré à ce programme et nous l'avons déjà fait avant et encore plus aujourd'hui. Très bien. Parce que les pépinières de génisses, moi le fruit, l'insémination artificielle. Parce que qui تكون عندك une génisse, ça veut dire ça, عندك la base. Ça veut dire كيما الشجرة كي تقرع عليها 2 ans 3 ans تعطيك un fruit. C'est la même chose. La même chose. البقرة la génisse qui تكون عندك en bonne santé وتبعتها tu n'as pas besoin باش تعاودي تجيبي تimporter. من عندنا كيما مسيو بنشقور par exemple, ça fait 7 ans كيما قال لك ما تجابش il n'a pas importé. C'est le même cheptel تاعه suivi sanitairement كلش. Parce que nous avons eu de très bons résultats avec nos propres génisses. Donc elles ont un potentiel génétique élevé aujourd'hui. Donc parce que souvent le souci des éleveurs, c'est dire que les vaches issues d'insémination ou d'élevage en Algérie n'ont pas un potentiel génétique élevé. Mais on s'est rendu compte, sincèrement, nous, en tout cas au niveau de notre exploitation, que nos génisses étaient aussi bonnes, sinon meilleures que celles importées. On a eu des génisses qui faisaient une moyenne de 40 litres jour, ce qui est vraiment équivalent aux génisses importées et élevées dans n'importe quel pays européen. Étranger. Très bien. Alors juste une toute dernière question à vous en tant qu'agriculteur, en tant que, on va dire, la personne qui fait et qui suit aussi les étapes de l'insémination artificielle. Alors quelles sont ces étapes? Alors, tout dépend des élevages. En tout cas, à notre niveau, j'ai la chance, vous avez vu sur le reportage, j'ai un très bon ingénieur, M. Brahma Traoré. D'ailleurs, qui a fait ses études d'agriculture en Algérie. En Algérie, voilà, c'est une fierté aussi pour l'Algérie. En tous les cas, c'est vraiment une pièce maîtresse au niveau de mon exploitation. C'est lui qui s'occupe donc de la détection d'abord des chaleurs. On essaye de travailler avec les chaleurs naturelles. Tant que c'est possible, tant que les vaches ont un cycle normal, on travaille avec des chaleurs naturelles. Quand il y a des petits soucis, on essaye d'aller vers donc, une synchronisation donc, des chaleurs, ensuite l'insémination. Et là, on est conventionné maintenant avec un vétérinaire
qui a donc l'équipement qu'il faut, l'outillage pour détecter donc si l'insémination a réussi, donc l'état de gestation de la vache. Et donc là, on fait le suivi. Il faut vraiment avoir un planning très rigoureux pour savoir donc à quel moment il faut tarir la vache pour la préparer pour la prochaine lactation. Et surtout mettre les veaux et les velles qui naissent dans des conditions idéales. Ça veut dire qu'on fait aussi une vaccination prénatale donc, aux mamans pour éviter des diarrhées néonatales. Donc c'est vraiment beaucoup de travail. On est vraiment content avec le soutien de l'État, même si c'est 70 000 dinars au bout de 24 mois. Mais c'est vraiment déjà... C'est quand même une aide. C'est une aide, c'est encourageant. C'est encourageant et je pense que ça va vraiment booster et encourager les jeunes. Ce domaine, oui, justement, ce domaine. Et à produire des génisses. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au domaine de l'agriculture. Donc, oui. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir, Monsieur Benchkour. Quant à vous, Madame, j'espère qu'on aura d'autres nouvelles, on va dire, sur justement ce domaine de l'insémination bovine. Merci beaucoup. Et bien, sans plus tarder, on va parler d'un aliment très consommé dans le monde, pas seulement chez nous. Eh bien, on va voir les bienfaits du pain. C'est une histoire qui commence à une époque très lointaine. Un aliment qui fait partie de notre vie quotidienne depuis plus de 10 000 ans. Cela peut étonner, mais telle est l'histoire du pain. Préparé au début à partir de farine de céréales sauvages, ancêtre du blé domestiqué, orge, millet et seigle, puis épeautre et blé. Le pain, un aliment universel. De nos jours, tous les pays du monde connaissent dans leur tradition au moins une forme de pain. Le pain a été le symbole de la culture, de l'histoire et de l'anthropologie, de la faim et de la richesse, de la guerre et de la paix. Le pain a été un aliment de base, indispensable à la survie des peuples. Mais qui a inventé le pain? Quelle est son origine? Selon de nombreux chercheurs et archéologues, ainsi que des fouilles de la période du Natoufien effectuées à Choubeïka, un site archéologique du nord-est de la Jordanie, que le pain a été inventé par les habitants de Choubeïka, qui devait être plat, un peu brûlé, semblable à un pain primitif du Moyen-Orient et très riche en protéines. Ils ne connaissaient pas encore le levain, mais leur recette n'était tout de même pas anodine. Le pain est un véritable synonyme d'ingéniosité humaine. Les techniques de transformation du blé ont été un chemin vers l'évolution et la civilisation. Le pain, encore appelé l'aïch, de nos jours, vie. En arabe égyptien, et le mot ninda, pain, apparaît sur les tablettes sumériennes depuis la première invention de l'écriture en 3600 avant Jésus-Christ. À l'époque où les Romains se nourrissaient d'une simple bouillie de farine et les Grecs d'une feuille de pâte cuite au feu de bois. Les Égyptiens, eux, avaient mis sur la table des pains gonflés et appétissants. Mais quelles sont les valeurs nutritionnelles du pain? Le pain est ancré dans notre quotidien et consommé par 98% de la population. Le pain est un aliment très complet. Une baguette de consommation courante contient 30 à 35 grammes d'eau, 55 grammes de glucides, 7 grammes de protéines et 1 à 2 grammes de lipides. Le pain a une teneur en glucides qui le place au premier rang des aliments qui correspondent le mieux aux besoins énergétiques de l'organisme. Le pain contient 8% de protéines et participe donc à la couverture de nos besoins protéiques, est un aliment pauvre en lipides, en graisse. On y trouve de 2 à 4%. On retrouve environ 65 à 70% d'amidon. Mais quels sont les différents types de pain? Eh bien, il y en a beaucoup. Le pain traditionnel, le pain au levain, le pain maison, le pain complet, le pain bis, le pain de campagne, le pain spéciaux, le pain bio, le pain blanc, le pain de seigle, le pain au son et beaucoup d'autres. Oui, mais comment conserve-t-on le pain? Eh bien, le pain, il se conserve dans un sac en plastique de 5 à 7 jours à température ambiante et peut se congeler jusqu'à 2 mois.
enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Notre sponsor officiel, Coral Peinture, et sans plus tarder, eh bien, nous avons avec nous l'organisatrice du festival Zine Bledi, eh bien, Nahid Ben Marah, bonjour. Bonjour Iman. Bonne fête. Merci. En bonne retard, fête mais bonne fête. De toute façon, bonne c'est fête tout le à mois. toutes les femmes algériennes et j'espère que cette année et pour les années à venir, les femmes seront toujours à l'honneur et seront protégées. Ah ben, je n'en doute pas du tout. En Algérie, c'est la femme qui fait sa loi. D'une certaine façon, on a nos droits quand même et on est bien considérés. Très bien, alors vous n'êtes pas venue seule puisque vous êtes accompagnée d'une jeune créatrice de mode. Alors c'est Madame Jamila Khalfallah Djennen. Bonjour. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Très bien. Alors vous êtes dans la tenue traditionnelle modernisée. Modernisée, exactement. Très bien. Et bien sûr, on partage le plateau avec une jeune qui nous est venue de Mostaganem. On va la découvrir dans un tout petit moment. Alors c'est Mademoiselle Hajar Mihoubi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, je vais bien. Marhaba. Merci. Très bien. Alors vous êtes stressée, non? Non, un petit peu, juste un petit peu. Juste un petit peu. Elle est adorable. Très bien. Alors Nahid, parlez-nous de cette première édition du festival, on va dire Zine Bledi. Alors le festival Zine Bledi, comme ça fait plusieurs semaines que je rabâche toujours la même chose, je suis en train vous allez encore rabâcher chez nous aujourd'hui. Je suis en train de faire la promotion, donc j'ai cassé un petit peu les oreilles du public. C'est un festival qui est dédié à la femme. Donc c'est la femme qui est à l'honneur durant le festival Zine Bledi. C'est pour ça que c'est Zine Bledi. Voilà, c'est le, c'est la beauté algérienne. Le festival va durer du 11 au 15. Donc aujourd'hui c'est l'ouverture. Voilà, donc vous êtes. À quelle heure aujourd'hui? Normalement à 11h. Voilà, à 11h. donc ça va. Voilà, ça va. Donc à 11h, c'est l'ouverture officielle du festival. Donc c'est un festival qui est dédié à la femme, dédié aux travaux de la femme. Donc on a rassemblé plusieurs. Des femmes de plusieurs domaines. Donc il y a des artisanes, il y a des plasticiennes, il y a des créatrices de mode, donc notamment Jamila qui est présente avec nous avec sa marque bio. Donc le festival est là justement pour mettre la lumière sur leur créativité et leur travail, leur savoir-faire et tout. Donc voilà, donc ça c'est en gros l'esprit du festival. Et en parallèle, donc on ne s'arrête pas aux travaux manuels, donc on met aussi à l'honneur des artistes. Donc on aura des comédiennes, on aura des animations musicales. Des médecins et tout, donc sur des conférences avec des journées de sensibilisation. Voilà, donc il y a tout un programme d'animation à côté de l'exposition. Donc il y a une exposition et un programme culturel à côté. Et ça se passe où? Et ça se passe au niveau de la médiathèque de la cathédrale d'Oran. Ah, très bien. Donc voilà, c'est ouvert de 9h à 18h, donc vous pouvez venir visiter. L'accès est gratuit, bien sûr. L'accès est gratuit, ouvert au public, dans la mesure, en respectant les mesures barrières, voilà. Donc port du masque, etc. Mais voilà, on est là pour aider justement les jeunes créateurs, les jeunes créatrices et les artistes à évoluer et à avoir une vitrine si on veut. Très bien. Alors il y a combien d'exposantes présentes lors de ce festival? Lors du festival, il y en a 50. Ah, très bien. Voilà. Vous avez commencé, vous avez démarré fort. Voilà, il y a 50 de différents domaines. Donc, on a des créatrices de mode, on a des artistes plasticiennes, on a des femmes qui font du crochet, du savon bio, tout ce qui est produits cosmétiques. Voilà. Très bien. Alors, bien sûr, on parle de la jeune créatrice de mode, Jamila Djennen. Djennen, voilà, de préférence, parce que c'est trop long. De Jamila Djennen. Alors, vous vous êtes intéressée à la tenue traditionnelle que vous avez, on va dire, apporté une touche moderne. Alors, parlez-nous un petit peu de cette... Alors, Bio, c'est une marque algérienne créée par deux copines intimes. D'ailleurs, je salue mon amie Soumia
Raha déjà Raha le festival, elle est sur place. Très bien. Oui, donc on voulait rajouter une touche moderne. Mais on garde toujours le traditionnel. D'ailleurs là, on voit que vous êtes habillée justement par votre marque, on va dire. Exactement, Nahid aussi. Nahid aussi, d'ailleurs une très belle tenue. Merci. Alors est-ce que vous pouvez nous parler justement de la tenue de Nahid? La tenue de Nahid, c'est la nouvelle collection de l'Aïd, Inch'Allah, qu'on n'a pas encore exposée. C'est une exclusivité. Ça va, on a des exclusivités aujourd'hui. Hein. On a un mélange. On a gardé le truc en haut, c'est des pierres, voilà, pour garder le traditionnel. D'accord. Alors que représente cette tenue justement? Elle représente la femme forte. C'est de quelle région, je veux dire, la tenue? Exactement, on réfère à aucune région. Ah, d'accord. Voilà. On met notre touche. Parce que j'ai vu quand même une touche découpe. oui, un truc comme ça. Exactement. Alors, une touche shawi, voilà. Shawi. Rdat Lamsania aussi. Exactement. C'est un mélange, exactement. Du coup, on n'a pas référé à une région spéciale. Très bien. Alors, et votre tenue? C'est la blousa, non? C'est la blousa oranaise moderne. Je l'ai reconnue par le biais de cette exactement, la face par les manches volantes. Les manches volantes, exactement, parce que l'ancienne blousa, vraiment l'ancienne donc quand on parle de 1800, hein, donc elle avait ces manches qu'on avait pris un petit peu des tenues d'ailleurs de la femme de Napoléon. Exactement, et pas chargée, elle n'est pas chargée. Exactement. On a juste gardé les manches volantes de la blousa oranaise. On peut même la porter des après-midi. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on fait nous. Nos tenues, on peut les porter pendant la journée, pendant la soirée. Elles sont des tenues simples qui se portent dans diverses occasions. Exactement. Très bien. Alors bien sûr, là, on passe au petit bout de femme qui est venu de Mostaganem, justement. Alors c'est Hajar Mihoubi. Bonjour, rebonjour. Bonjour. Alors vous nous avez ramené de très beaux tableaux. Alors parlez-nous de Hajar Mihoubi. Parler de Hajar Mihoubi, c'est une très longue histoire. D'accord. Mais... Juste, je pense que vous êtes passé par les Beaux-Arts de Mostaganem. Oui. Oui. Vous êtes une... Enfin, oui, je suis douée de mon plus jeune âge, mais les Beaux-Arts, c'est juste en 2017. J'ai décidé de tout abandonner et de suivre ma passion. Parce que... Et puis, je me suis retrouvée dans le bon endroit. J'ai dit ça. Entourée de bonnes personnes? Oui, de bonnes personnes. Vous avez suivi des cours aux Beaux-Arts? Oui, j'ai fait 4 ans de Beaux-Arts. Très bien. Alors, parlez-nous. Oui. Oui. Alors, je suis allée vers... Au début, je connaissais personne, aucun artiste. Juste Picasso et Van Gogh, comme tout le monde, comme tous les Algériens. Comme tout le monde, oui. Oui. Et puis, j'étais très curieuse, très studieuse, je veux dire. Vous avez fait des recherches dans le domaine? Oui, des recherches, oui. À la bibliothèque, les profs m'ont beaucoup soutenue. Et je n'avais pas des idées négatives dans ma tête. C'est ça le problème des Algériens. Donc vous aviez la positive attitude. Oui, c'est ça. Oui. Je voulais avoir mon propre style. Oui. Alors, quel est votre style? Mes propres sujets. Alors, quel est votre style? Mon style, je dirais que c'est un style libre. On dit que je suis fauve, que je suis impressionniste, mais pour moi, j'ai un style libre. J'ai volé. D'accord. Est-ce que vous avez participé à des manifestations, justement? Est-ce que vous avez exposé dans des... des expositions. Oui, oui. J'essaie d'être présente à toutes les expositions en tant que spectateur. Sinon... En tant qu'artiste aussi? Oui, bien sûr, mais individuel, c'est pas encore. Pas encore. Et j'espère que ce sera pour bientôt, avec la collection des visages que je crée, inspirée des personnages que je connais. Dans votre imaginaire? Oui. C'est un mélange de la réalité, des personnes que je connais et de l'imaginaire. Les personnes sont un peu défigurées. Pourquoi vous les avez défigurées? On dit que... Vous n'aimez pas la perfection? Ah non, c'est pas ça. C'est pour raconter des histoires.
pour dire ce qui se passe par ma tête. C'est un genre de philosophie. Donc vous êtes philosophe? Oui, j'espère. Vous avez un côté philosophique là. Enfin, j'écris. Je suis écrivaine aussi. Ah d'accord, Oui. et qu'est-ce que vous écrivez? Des histoires. J'essaie de philosopher, mais je En n'ai pas arabe ou encore en publié français? des livres. C'est pas encore. Mais ce serait encore pour bientôt. Alors Inch'Allah. vous écrivez en arabe ou en français? Pour le moment, en arabe. Mais au futur, Inch'Allah, en français, en anglais, pourquoi pas. Je vais écrire en tamizi aussi. Ah, très bien. Je veux, mais j'ai pas encore pris la langue. Donc vous allez apprendre d'abord la langue et après vous allez vous mettre à l'écriture. Très bien. Oui. Très bien. Donc merci d'avoir. Oui, allez-y, finissez votre phrase. Oui, je voulais dire qu'on aimerait bien soutenir les artistes, c'est pas tous les jours, mais tout le temps, qu'on a un suivi parce qu'on a beaucoup de projets. Inch'Allah. Alors. Eh bien, avec le temps, vous êtes encore jeune, hein? Oui, pas pour moi seulement, je parle des jeunes, pour qu'on ait un soutien moral et. On est tous soutenus quand même. Oui, bien Il y a la sûr, télévision bien d'ailleurs sûr, qui vous a bien invité sûr. aujourd'hui. Donc voilà. Donc merci beaucoup d'avoir fait quand même la route de Mosaganem jusqu'à Oran et bonne continuation. Merci à Donc un bon succès pour cette première édition du festival Merci, Zine Bledi. Merci. Eh bien certainement, on vous verra sur le sujet qui sera diffusé Inch'Allah. sur Canal Algérie le jeudi prochain, Inch'Allah. puisque notre journaliste Souad Benateya, il sera cet après-midi au Inch'Allah, oui, je festival. l'attends, Inch'Allah. Très Donc, bien. je remercie juste وكالة التظاهرات الثقافية لبلدية وهران لجنة اتصال وتكنولوجيات الإعلام لولاية وهران على رأسها زين هواري إسماعيل parce que c'est eux qui sont derrière au fait le festival et qui soutiennent au fait le bon déroulement Donc, de merci cette à manifestation. Voilà. À tous ceux qui vous ont aidés. Merci beaucoup et bonne continuation et bon succès et continuez à nous confectionner de belles tenues, pourquoi pas Inch'Allah. à nous moderniser justement Merci beaucoup. les tenues algériennes. Et sans vous êtes plus la tarder- bienvenue Merci beaucoup. au Ben, festival. je viendrai, je ferai un tour. Oui. Inch'Allah. Alors sans plus tarder, on vous offre, mesdames, cette belle chanson interprétée par un jeune artiste, Qada Lahwel, et on se retrouve juste après. Une très très belle chanson interprétée par un jeune artiste, et bien c'est Qada Lahwel. Eh bien, on espère le recevoir sur notre plateau de Bonjour d'Algérie. Pourquoi pas? Et sans plus tarder, on va y aller vers la wilaya de Tlemcen avec des randonneurs et des représentants du club Hiking Tlemcen. Bonjour, et bien représenté par Monsieur Hammouch Ismail. Bonjour. Habous Ismail. Ah, Habouch. Habous Ismail. D'accord. Habouch Ismail, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, alhamdoulilah. Marhaba bikoum. Allah يسلمك. Très bien. Alors, vous êtes accompagné de Faisal Taibi. السلام عليكم مرحبا بنا عندكم حشمان. راك في داركم ولا؟ الله يحفظك مرحبا. الله Ça va? يحفظك صافي الحمد لله Alhamdulillah. Alors, parlez-nous un petit peu du club, justement, Hiking Tlemcen. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. Club Hiking Tlemcen, c'est un groupe, c'est un club de randonnée et en même temps bivouac. Mais c'est pas seulement que فيه نديروا les bivouacs ولا les randonnées ولا نديروا كشغل حملات تشجير ونديروا en même temps كشغل حملات تطوعية كيما Vous النظافة. faites même des journées de sensibilisation. Bien sûr, bien sûr. La dernière fois, كشغل درنا la sortie pour le 8 mars, seulement pour les femmes. وكشغل ان شاء الله pour رانا دايرين كشغل فورماسيون تاع سيكوريزم pour les filles هكا les كشغل الطلبة ان شاء الله. Un programme bien riche. Oui, bien sûr. تبرع بالدم ثاني ودرنا حملات تاع تبرع Et بالدم. quoi encore? Alors, vous avez fait justement une sortie très intéressante le vendredi dernier. Alors, vous êtes allé vers une très très belle région, un très beau site aussi. C'est بشرة الكاف. exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette manifestation à l'honneur justement des femmes? بعد هاد لا سورتي كشغل ديجا من قبل خممنا باش نديروا سبيسيال اون جورني سبيسيال بور فام و 8 مارس ما قدوش باسكو 8 مارس كاين لي فام اللي يخدموا دومي جورني سي بور سا درناها الجمعه باش هكا كل شيء يكونوا حاضرين فيها Pour que les femmes participent à cette sortie. وي سي فري هذيك هي ديناهم اختارينا دشرة الكاف كشغل فيها بلايص
شغل اثريه فيها هكا تاع باش يعرفوا الناس تاع تلمسان تاع بني سنوس فين كانوا يسكنوا تما بكري وهذه. تري بيل ريجيون بني سنوس. وي بيان سور. لا شابه بزاف ما شاء الله. والحاجه اللي تما شغل وريناهم زعما الطبيعه تاعها وكل شيء. سي بور سا هذيك هي البلاصه اللي انسيستينا عليها باش هي اللي تكون لا سورتي تاع لو 8 مارش الشهر اللي فات. Très bien. Alors, parlez-nous un petit peu, on va dire, des projets qui arrivent organisés par le club hiking de Tlemcen. ان شاء الله مجايين نشوفوا شي كما بلايص نوصلوهمش حنا زعما نعرفوا الناس باش يبقى هكا نشجعوا شويه السياحه كما يقول لك. وين راكم رايحين هذا لو فندردي؟ خطره جايين كريستال غدا ان شاء الله. كريستال دوما ان شاء الله. Ah très bien. Donc vous allez ramener des personnes de Tlemcen pour découvrir la région d'Oran. Oui, bien c'est sûr. ça. Bien sûr. Très bien. Est-ce que comment vous choisissez justement vos endroits? شغل الحاجه الاولى قبل ما نديروا زعما ليفينمون البلاصه اللي نروحوا لها شغل قبل لا نمشيو نفيزيتيو هذيك البلاصه باش نشوفوا الحاجه الاولى الديفيكولتي تاع السيركوي تاعها والحاجه الزوجه باش او ميم طون زعما نشوفوا البلايص اللي كاين اللي النساء يبغيو يمشيو ما نقولوا لهم زعما بلايص هذه. والحمد لله كيما هنا في وهران جي دي زامي وبعد من هاد البلاصه نشكر مون امي زكي هو اللي شغل يورينا دي سيركويتو. سي بور سا زعما قبل ما نديروا ايفينمون خصنا قبل لا نمشيو نفيزيتيو لي زوندروا اللي نفوتوا فيهم. يعطيكم الصحة. Donc et le programme pas celui de demain. Demain c'est Cap Aiguille. Alors et le vendredi prochain est-ce que vous avez élaboré un programme à long terme? Non, vendredi prochain راني عاده شغل راني ندير باش ان شاء الله ابارتي دو سامدي راني ماشي نحل ورشه سبيسيالمون بور السكوريزم. تري بيان. نديرها غراتوي اللي باش كل شيء الطلبه يجيو يحضروا لهذا شغل هذا الحصص تاع السكوريزم ان شاء الله. Très bien. Ben مرحبا بكم. الله يسلمك. Ben c'est un plaisir que de voir des jeunes qui s'intéressent et qui essayent un petit peu de promouvoir tout ce qui est patrimoine en Algérie. يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait la route, on va dire, de Tlemcen jusqu'à Oran. Eh bien, ça fait plaisir que de recevoir des jeunes comme vous. Très bien. Alors, sans plus tarder, on vous propose sujet signé Salim Skandar et l'hommage à Abdelkader Alloula. Quoi de mieux que reprendre les représentations théâtrales avec un hommage à Abdelkader Alloula, l'une des figures emblématiques du 4e art algérien. Il est 15 h. À 1 heure du début de l'hommage à Abdelkader Alloula, les émotions mêlées à l'excitation remplissent les jeunes comédiens du théâtre régional d'Oran, qui ont monté un florilège des pièces théâtrales du géant dramaturge oranais. احنا ونساي كومبروندر يعني نفهموا واش كان حاب يقول واش كان حاب يوصل من خلال النصوص تاعو وهو يعتبر مدرسه هو والناس اللي كانت تخدم معاه يعني هذا سيت ان بلوس لينا وما لازمش ننسوا ناسنا. اسمع انتم قربوا غدا تحبوا كيف تنسوش صحيح. يمثل لي كثير خاطر هو تكريم القامه من قامات وهران خاص بولايه وهران يعني وفي الجانب الثقافي الجزائري يعني قدم كثير فنان كبير مخرج ممثل جاب حاجه جديده للمسرح الجزائري. Pendant 50 minutes, à travers ce florilège, une série d'hommages aux compagnons de scène de Alloula ont été donnés. Serat Boumedine ou encore Hemor ont été merveilleusement interprétés. تاثرت باسكو صافي انو ما تلاقيناش بيبليك تاعنا وعلى بالنا البيبليك راه حاس راه مونك من لي زيكسبيريونس هادو راه مونك يتفرج راه مونك يجي للمسرح راه مونك وكاين بعض الجمهور اللي لو كان ما يجيش للمسرح ما يحس روحه الاز دونك اليوم تلاقينا بالجمهور تاعنا والحمد لله تقبلوا العرض وتجاوبوا مع العرض وقدرنا نفرحوهم هذا هو المهم. Pour que nul n'oublie, on a tenu à organiser cet événement qui consiste d'abord à exposer des échantillons de son fonds documentaire qui nous a été remis par la Fondation Abdelkader Alloula il y a une année. Donc il y a ses propres livres de chevet, il y a des recherches qui ont pris comme objet son expérience, que ce soit réalisé en Algérie ou ailleurs. Il y a aussi ses textes de théâtre et des photos. C'est pas un anniversaire triste. C'est une commémoration joyeuse dans le sens où c'est des jeunes
qui vont lui faire cet hommage. Et lui, de son vivant, il adorait les jeunes. Pour lui, c'était le futur. D'accord? Donc il n'y a pas mieux, en fait, il n'y a pas meilleure commémoration que celle-là. 27 ans après son assassinat, l'homme de théâtre est toujours présent dans les cœurs du public oranais qui ne cessera jamais d'applaudir haut et fort les œuvres théâtrales de Abdelkader Alloula. Abdelkader Alloula, décédé le 10 mars 1994 à Oran, est victime d'un lâche attentat terroriste, laissant derrière lui un riche patrimoine artistique, dont la célèbre trilogie le Gouel, les dires, les joueds, les généreux, l'item, le voile, Humq Salim, el Khobza, et la liste est encore longue. Le théâtre qui porte son nom a organisé un spectacle hier avec des jeunes en collaboration avec 2 associations qui œuvrent dans l'artistique. Eh bien, on reçoit 2 représentants de ces 2 associations qui se sont légués pour nous faire réaliser ce beau spectacle. Eh bien, sans plus tarder, alors je partage le plateau avec Ahed Messoud Sofiane. Bonjour. Bonjour, madame. Ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de monsieur Belhoussine. Pardon. Oh là là, désolé. Alors, monsieur Belkaroui Mohamed. Mohamed, oui. C'est ça. Oui. Alors, vous êtes comédien. Oui. Vous êtes responsable de la troupe Les Anges de la Seine. Très bien. Et vous émergez aussi dans le mouvement associatif. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce spectacle que vous avez réalisé ensemble, on va dire, en mémoire de ce grand dramaturge Abdelkader Alloula? Allah yarhamou. Donc, Sofiane, هو اللي دا l'initiative. الحاجة الأولى لا يمنع parce qu'on n'était pas les 2 associations. Il y a les comédiens de théâtre régional, il y a des comédiens, les anciens علينا حنا في la génération كيما هواري بو عبد الله كيما امين حبيب هادف. D'ailleurs, il a justement notre Houari Bou Abdellah qui lui c'est notre ami et collègue et qui est derrière la caméra justement, à qui on dit un petit coucou Houari et félicitations pour le travail que vous avez fait hier soir. كاين aussi مالك بن شيحة. دونك سفيان هو اللي جات هاد ليدي باش يلايمنا باسكو ما نكذبوش على رواحنا. وهران على بوزوان باش ولادها يعاودوا يتلايموا ويعاودوا يقدموا ويزيدوا يضحوا من جديد باسكو هاد لي ديرني زاني ولا لي ديرني طون vide. C'est tout à fait normal parce qu'on est passé par des moments très difficiles, par une pandémie qui nous a un petit peu stoppé et bloqué beaucoup d'activités d'ailleurs qui se sont arrêtées. On n'arrivait plus à gérer nos activités culturelles vu la pandémie et tout ce qui s'ensuit, on va dire. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette initiative que vous avez prise justement pour, on va dire, en hommage à ce grand dramaturge Abdelkader Alloula? Bon, j'ai pris l'initiative. La première idée, c'était de rassembler les jeunes comédiens d'Oran et de faire un hommage de Si Abdelkader Alloula Rabbi Yarhamah. Je pense qu'il n'y a pas mieux de faire cette chose. Alors, j'ai rassemblé les comédiens. On a essayé de faire un beau travail. Quand nous les comédiens... D'ailleurs, d'après les échos, on nous a dit que c'était un spectacle magnifique. D'ailleurs, on a pu voir le sujet signé Salim Skandar qui était présent justement au spectacle. Alors, parlez-nous un petit peu des choix des pièces que vous avez choisies pour ce grand hommage. Le montage du texte a été fait par Malik Benchiha. Il a pris un peu de tout parce que il y en a beaucoup de textes de Alloula. Parce que c'est un florilège, justement. Oui. On a essayé de prendre des passages intéressants. Donc,
On a essayé aussi de faire une vision, une nouvelle vision contemporaine. Vous avez visionné des pièces théâtrales ou alors vous avez lu toutes les pièces théâtrales de Bon, le visionnement des pièces de Aloula, je pense que tous les comédiens oranais, même les comédiens algériens, ont vu les spectacles de Aloula. Mais pour le montage, on a essayé de choisir des textes importants, qui ont des messages, qui ont... Donc on a essayé de gérer cette vision à propos du texte. Voilà. Donc vous avez fait une sélection? Oui, on a sélectionné. Vous avez sélectionné. Le spectacle, c'est des flashs. C'est des flashs des titres de Aloula. Et des tableaux, des pièces de Aloula. Et vous avez joué justement dans ce spectacle en tant que comédien. Alors qu'est-ce que vous avez interprété comme rôle? Moi, j'ai interprété le rôle du machiniste. Parce que la vision, c'est le machiniste qui imagine les pièces de Aloula. Alors on a réalisé l'imagination du machiniste sur scène. Très bien. Et vous? J'ai joué le rôle de Siali. C'est qui Siali? Siali في la pièce تاع الخبزة الكتاتبي. Le personnage تاع Siali يهضر بزاف على l'humanité. Déjà كاين des tirades تاع. Est-ce que c'est vous qui aviez choisi justement d'interpréter ce personnage ou alors il y a quelqu'un qui vous a désigné et qui a désigné le rôle pour vous? لا ماشي انا اللي شوازيت هاد لي رول باسكو كانت كاينه اون فيزيون نحترم لا فيزيون تاع الميتير اون سان ولا لو بورتور دو بروجي j'ai accepté parce que je fais confiance à Sofiane, je fais confiance à toute l'équipe. C'est pour ça الحاجه اللي تنجح سي كو كي واحد يامن في خوه ننجحوا. Et vous avez été, on va dire, satisfait de ce choix? Bien sûr, parce que j'ai 29 ans et 6 mois, 7 mois encore. Mais vous faites très jeune. Hein? Moi, je pensais que c'était un adolescent de 17 ans. Mais non, je rigole surtout. J'aime bien faire des blagues à nos invités. Donc, ما كاش أي ممثل في الجزائر كومبليت ماشي غير وهران ما يكونش عنده الشرف يدير اوماج لعلولة. Surtout que c'est un grand nom. Bien sûr. Et c'est une lourde tâche. Voilà. Alors, est-ce que vous vous êtes dit qu'on est en train d'essayer, on va dire, de faire un grand hommage à ce grand dramaturge et essayer d'interpréter des rôles de textes très lourds écrits par ce grand dramaturge? C'est une lourde tâche. Bien sûr. Comment vous l'avez perçu? الحاجة الأولى إحساس ما يتوصفش. لا بروف ديجا البارح بالك الجماعة ماكش على بالهم ما قلت لهمش. في الباساج تاعي كي كملت ودخل جو بلا شونسون تاع كان السيعلي الدمعة طاحت. بورتون انا ما عشت في ليبوك تاع الاولى ولا في جينيراسيون لي موراه ولا شغل حسيت واحد سونساسيون بيزار باسكو باش تلعب حاجة تاع الاولى ولا دير تكريم للعلولة سي ديجا حاجة كبيرة بزاف. Très bien. Et vous? Bon, dans le spectacle, on avait deux responsabilités. La première responsabilité, c'est de jouer l'hommage de Aloula. C'est une très grande responsabilité. La deuxième responsabilité, c'est la retrouvaille du public. Parce que le public, ça fait un an que le théâtre et tout. Donc, c'était deux responsabilités très lourdes pour nous. Mais alhamdoulilah. Vous êtes arrivé. Oui, d'ailleurs, on l'a vu à travers le sujet qui est passé juste avant votre passage. Merci beaucoup. Merci beaucoup les jeunes. C'est un plaisir que de vous recevoir sur ce même plateau. Et certainement, on aura à vous revoir ici à la station régionale d'Oran. Quant à moi, chers amis téléspectateurs, on vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. On se donne rendez-vous jeudi 18 mars. À très bientôt. Au revoir.